Bachar est tombé. لا هلا لو نحن مثل ما عم تدعي هذه المنظمات انه نحن جماعه ارهابيه لوجدت المجازر. رايحين على سوريا، عائدون الى سوريا راجعين الى اخر سوريا. استراحه بعد في استراحه جبل. I came from Tripoli, Lebanon, searching for my brother Amir, who is being kidnapped. حطوا فيها من 15 ل 20 سجين. قال لهم حطوا لسانك بشرجوا. شو بدنا نعرف طيبين ميتين مشان نعرف حالنا. الله يكبر اولاده. الله يلعن روح ابوك مطرح ما اندفع السمول نعس ونعيش. انت بتخافوا من الضرب والهيك؟ لا تعودنا توكلنا على الله. توكلين على الله. Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation, notamment de la situation en Syrie, avec monsieur Alexandre Delval. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle pour ceux que le sujet syrien passionne, que vous pouvez retrouver le documentaire d'Omerta, le dernier documentaire d'Omerta, Syrie année 0, réalisé au moment de la chute de Bachar el-Assad au mois de décembre, par notre rédactrice en chef Aïcha Missi et Sadak Swissi. C'est un documentaire exclusif en immersion totale avec les membres de HTS à Damas pendant 15 jours. Ce documentaire, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que sur l'application Omerta que vous pouvez télécharger dès maintenant gratuitement via Apple Store, Google Play, via notre site internet www.omertamedia.fr. Et en vous abonnant, eh bien, vous nous soutenez, vous soutenez le travail d'investigation, d'enquête, de grands reportages d'Omerta, que vous ne trouverez sur aucun autre média, ni mainstream, ni Internet. Alexandre, on va revenir, je le disais, sur la situation en Syrie, puisque il y a quelques jours, l'ouest syrien, notamment les villes de Latakia, de Tartous et bien d'autres, ont été le théâtre de massacres perpétrés par des milices du HTS, notamment sur la minorité alaouite. Est-ce que, après une période un peu de pause où on semblait voir une forme de consensus, ou en tout cas les situations étaient relativement stables, est-ce que cette explosion de violence et ces massacres vous ont surpris ? Non, j'étais absolument pas surpris pour une raison, mais vraiment très pratique. J'ai des amis alaouites qui vivent dans la plaine ou dans la montagne alaouite, mais aussi d'autres qui sont pas loin de Homs. Il y a eu beaucoup déjà de purification ethnique depuis décembre dernier. Et depuis décembre dernier, justement, je pensais que c'était presque un miracle qu'il n'y ait pas eu de pogrom général. Mais tout de même, mes amis alaouites m'informent depuis le 10 décembre dernier qu'il y a eu des humiliations, des viols, des pillages massifs, des saisies. C'est du racket et du pillage, c'est de la razzia, des razzias de villas. Régulièrement, les Alaouites sont traumatisés, leurs femmes ont été capturées en assez grand nombre depuis des mois. Beaucoup de cas de viol, beaucoup de cas d'extorsion, de pillage, de cambriolage, qui sont plus que les cambriolages. C'est les miliciens qui arrivent, ils disent si vous avez un peu de chance, vous êtes encore vivant, mais donnez tout. Ils leur prennent leur or, leurs bijoux, etc. Et là, ça, c'est continuel depuis décembre dernier. Et moi, je suis stupéfait que, en même temps, on n'est pas naïf en géopolitique, qu'on n'en parle pas, la presse n'en parle pas, nos gouvernements n'en parlent pas. Et ça s'est accentué déjà depuis 2 mois, ça commençait à être de plus en plus. Il y a eu aussi des cas de femmes chrétiennes violées, molestées, aussi de rackets et de pillage de biens de chrétiens. Aussi
comme un petit peu faisait le Hezbollah parfois dans les quartiers des forces libanaises à Beyrouth, même si ce n'est pas du tout les mêmes islamistes. Là, on a eu souvent des incursions d'islamistes dans les quartiers chrétiens en faisant du prosélytisme menaçant, ce que j'appelle du prosélytisme menaçant. Ils viennent devant les édifices chrétiens, dans des quartiers et des rues de chrétiens, en leur disant on est là pour vous annoncer l'islam, la da'wa, donc un prosélytisme extrêmement intimidant, quand on sait que dans la charia, quand l'islam fait du prosélytisme, le chrétien doit l'accepter. Mais toute réciprocité de prosélytisme est considérée comme un casus belli et une rupture du statut de protection, halal dhimma. Le chrétien, donc, quand il est dans un milieu islamique, comme à l'époque du califat ottoman ou d'autres califats, ou quand il est dans un milieu réislamisé ou islamiste politique, il sait que le statut de halal dhimma va revenir. Et dans le statut de halal dhimma, le chrétien ne peut pas monter sur un cheval mais sur un âne. Le chrétien doit marcher à gauche quand il croise un musulman, Ruh Hajmel. Il se rappelle très bien de cette phrase qu'on disait à l'empereur ottoman. Les chrétiens du Liban et de Syrie se rappellent très bien de cela. Ils doivent baisser la tête en croisant un sunnite et un musulman. Et ils doivent systématiquement accepter un prosélytisme en toute heure et en tout lieu, y compris dans leur culte, dans leur lieu de culte. Un musulman peut venir faire une prière islamique de type prosélyte. Tandis que, bien sûr, tout prosélytisme chrétien est extrêmement sévèrement menacé, puisque la condition de la survie du chrétien, qui n'est pas toléré, il est toléré mais il n'est pas accepté, il est toléré comme quelqu'un d'inférieur, comme il est d'origine abrahamique, le Coran lui donne un statut de protection, à condition qu'il soit humilié. Le Coran est très clair là-dessus, c'est sariroun, ils doivent être soumis et humiliés. Et s'ils n'acceptent pas leur statut d'infériorité, de soumission et d'humiliation, la protection, parce que ce n'est pas une vraie paix, ce n'est pas une salam, c'est une protection, et bien elle saute, la protection saute. Donc voilà, les chrétiens et les alaouites et les chiites, puisque l'homme qui a lancé la rébellion, qui a causé les représailles, donc là on parle du 6 ou 7 mars dernier, même ça a commencé un peu le 5 mars, il s'appelait Dallah, c'est un chiite qui était proche des forces de l'Ancien Régime, mais ce n'est pas une résurgence de l'Ancien Régime, c'est des gens qui étaient du régime, qui savent que Bachar ne reviendra jamais, ils ne veulent pas du tout rétablir le bacharisme, etc., ou le parti Baath, mais ils ont été un peu armés, ils ont caché des armes, et ils savent que, contrairement aux Druzes, ils sont menacés par des djihadistes qui peuvent régulièrement venir faire la da'wa, l'intimidation, les vols ou des meurtres, et ils voulaient faire comme les Druzes qui ont été également attaqués ces derniers mois. Les Druzes ont réussi à résister et à montrer des rapports de force. Ils n'avaient pas du tout abandonné leurs armes. Les Alaouites ont fait beaucoup d'erreurs d'abandonner beaucoup d'armes et malheureusement la famille de Bachar al-Assad, les proches, les gens de l'armée qui étaient alaouites sont partis avec leur trafic de Captagon vers l'Irak. On sait que les légions combattantes qui avaient des dizaines de milliers d'hommes et même presque autant que le mouvement des opérations du Sud, qui est un groupe rebelle sunnite un peu plus modéré qui a pris Damas d'ailleurs, on sait qu'ils auraient pu résister dans leurs montagnes, mais leurs affaires de trafic de drogue a prévalu et ceux qui pouvaient maintenir une dissuasion dans les montagnes alaouites et empêcher, comme chez les Druzes, l'armée, enfin pas l'armée, les groupuscules islamistes qui composent une pseudo-future armée, et bien malheureusement, les Alaouites ont perdu leur protection puisque les forces combattantes sont parties vers l'Irak. C'est une catastrophe absolue pour les Alaouites. Et voilà, donc pour répondre à votre question, je ne suis absolument pas surpris. J'ai tous les jours des gens au téléphone en Syrie. Mon neveu était en Syrie d'ailleurs il y a quelques jours avec SOS Chrétiens d'Orient. Et tous les échos que l'on a, mais je parle aussi avec des religieux et d'autres, des Assyro-Chaldéens et des Arméniens qui habitent dans d'autres parties de la Syrie, et tous me témoignent qu'on est plus que 1300 morts. Certains disent 6000 morts, c'est peut-être exagéré. Un Kurde, un membre du FDS, donc les forces syriennes kurdes qui viennent de signer un accord avec Joulani, avec El Shara, me disait qu'on est à plus de 8000 morts. Je pense que la vérité, elle est au moins à 2 à 3000 morts, c'est-à-dire le double de ce que l'on nous dit. Je ne suis absolument pas surpris. On va évoquer cet accord signé entre les Kurdes et le HTS, mais avant, est-ce que pour continuer sur ces massacres, quelle est la responsabilité du pouvoir central de Al-Jolani là-dedans? Est-ce que ça a été
organisé, je dirais, à Damas, ou est-ce que c'est plutôt le fait de factions, de clans qui ont pris une initiative ou qui ont été au-delà peut-être d'une simple intimidation, puisqu'on sait quand même il y a depuis le début une résistance de certains groupes, vous parlez des Druzes ou des Alaouites, une méfiance. Oui. Est-ce que ça n'a pas été un peu trop loin? Ça a été trop loin. Il est certain que Jolani n'a aucun intérêt puisque les sanctions ne sont pas levées. Mettez-vous, en géopolitique, on se met souvent à la place, mettons-nous à la place de Jolani, Alia Jolani, monsieur Chara, dont la barbe raccourcit chaque semaine et qui a quand même un véritable agenda de respectabilisation puisqu'il a besoin de faire lever les sanctions. Il veut réunifier la Syrie avec les Kurdes, ce qui nécessitera d'accepter un minimum de pluralisme. Il doit gérer à la fois une base avec plein de Ouïghours, d'Irakiens, même de Maghrébins, de Français, de Marocains, de gens du monde entier, y compris même quelques Saoudiens, des proches orientaux, des Africains, il y a un peu de tout. Et donc il a plein de djihadistes internationaux à qui il va donner la nationalité syrienne, des gens qui sont habitués à couper des têtes et à couper des oreilles, et même à arracher des cœurs. Moi j'ai une vidéo qui est sortie là, qui est authentifiée, et bien sûr je ne le montrerai pas sur les réseaux sociaux, elle est particulièrement... Randa Kassis, que vous avez invité récemment, avec qui j'ai écrit un livre, Le chaos syrien, qui est très proche des Alaouites. Elle était en Syrie il y a quelques jours et elle aussi a eu des témoignages. Et elle m'a envoyé une photo, une vidéo certifiée qui est particulièrement atroce. Je ne suis pas voyeuriste, mais malheureusement... c'est du cannibalisme. C'est du cannibalisme. On voit un homme vivant à qui le cœur est arraché et on voit la personne saisir l'organe pour le manger. Là, on est dans une barbarie absolument inatteignable. Et ceux qui mettent au même niveau tout le monde, moi je ne suis pas d'accord. On ne voit ça que chez les... On voit ce genre de barbarie, en tout cas au Proche-Orient, que chez des djihadistes de type takfiriste, sunnites takfiristes, salafistes, wahhabites, on les appelle comme on veut. Même chez les plus grands sanguinaires du Hezbollah, on ne verra jamais ça. Je pense qu'il y a comme, là, il y a une... Et ça rappelle beaucoup le 7 octobre, pour répondre à votre question, pour revenir à votre question, il y a un mouvement réel qui est planifié, qui arrive, et il y a, comme c'est plein de groupes agglutinés, même à Gaza, il n'y a pas qu'un seul groupe. Il y a le Hamas, il y a le djihad islamique, puis il y a plein de petits groupuscules, puis il y a des citoyens de base radicalisés c'est l'appel du sang. Vous savez, c'est une faune, c'est une masse de loups, et chacun est attiré par le goût du sang. Donc il y en a un qui arrive, c'est les forces du HTS, mais pas que le HTS, apparemment l'ANS. Il y avait des gens de l'ANS qui étaient de passage, comme par hasard, à l'ouest, alors qu'ils sont plutôt dans le nord. Pour nos auditeurs, l'armée nationale syrienne, composée de beaucoup de groupuscules frères musulmans, turkmènes, turcophones de Syrie, entraînés par les Turcs, et aussi d'anciens mouvements djihadistes proches de Ahrar el-Sham, de Sultan Mourad, et plein de milices comme ça, ou Hamza, des milices qui ont fait des meurtres absolument incroyables pendant la guerre civile syrienne, notamment un enfant de 14 ans à qui ils avaient coupé la tête, il avait traîné pendant 1 heure derrière une Jeep, ça avait fait beaucoup de bruit. Donc les gens de la soi-disant rébellion non djihadiste, parfois étaient aussi djihadistes que les autres. Les gens de l'ANS sont arrivés appelés pour aller en renfort avec des gens du HTS, le Hayat Tahrir el-Sham. Le but, c'était d'aller réprimer une rébellion qui venait d'anciens mouvements proches du régime, qui veulent tout simplement donner un message: ne venez pas dans nos montagnes. C'était ça le but. C'était pas reprendre la Syrie, n'importe quoi. Ça, c'est uniquement les complaisants qui disent ça. Bien entendu, c'est pas légal entre guillemets parce qu'il y a un nouveau pouvoir, mais enfin c'est un pouvoir autoproclamé. Et ils ont voulu faire comme les Druzes. Un message: ne venez pas chez nous, on est armés. Ça n'a pas marché puisqu'on a appelé du renfort. Le HTS a appelé des gens de l'ANS et ceux-ci sont venus réprimer les rebelles anciennement du régime, qui sont surtout des alaouites et des chiites qui veulent échapper aux persécutions. Parce qu'un chiite ou un alaouite, par rapport à ces takfiristes, c'est pire qu'un chrétien. C'est quelqu'un qu'il faut égorger. Dans le meilleur des cas, c'était ça pendant des siècles, les alaouites étaient pris en esclavage. Les femmes alaouites, considérées de mauvaises mœurs, car c'est une religion assez tolérante, étaient prises en esclavage de maison, en employé de maison. C'était une pierre deux coups et esclaves sexuels en même temps. Pendant des siècles, les alaouites, quand ils sortaient de leur montagne, étaient pris en esclavage et rackettés et massacrés. Donc voilà, c'est des gens qui veulent dissuader leurs ennemis séculaires, historiques, de venir chez eux. Ça a raté, ils croyaient pouvoir faire un effet de dissuasion. Et
je conclus, des gens se sont greffés à tout ça, et là, c'est là que le pouvoir est très fourbe. Le pouvoir, il doit plaire à la communauté internationale pour lever les sanctions, mais en même temps, il doit plaire à tous ces djihadistes internationaux qui ont coupé des têtes pendant 20 ans, parce que certains ont commencé le djihad, comme le ministre des Affaires étrangères, surtout le ministre de la Défense et le ministre du Renseignement et le ministre de la Sécurité intérieure, qui sont tous des anciens du HTS. C'est des gens qui ont fait le djihad depuis les années 2000. Donc, ils en ont coupé des têtes. Ce sont de véritables djihadistes habitués au goût du sang. Peut-être que les cadres, eux, ont accepté de passer à la cravate et on ne joue plus avec des têtes coupées, mais leurs masses peuvent les tuer. C'est aussi simple que ça. C'est comme Zelensky qui voulait faire la paix avec les Russes au début et menacé par les légions les plus dures de l'armée ukrainienne, anciennement des groupes néo-nazis ou tout simplement extrême droite recyclés, il sait qu'il ne peut pas faire certaines choses. Bon, là, c'est pareil, Jolani peut être tué. Il n'a que 30 ou 40 000 hommes, vraiment à lui. L'ANS a presque plus d'hommes que lui, et les Kurdes qui viennent de signer, eux, ont à peu près 80 000 à 100 000 militants. Mais les Kurdes marxistes appellent militants en fait des soldats, donc il n'a pas des troupes énormes et donc il doit quand même satisfaire tous les groupuscules djihadistes qui ont pu perpétrer des massacres. Et l'avantage, c'est qu'il y a des barricades, il y a des barrages, il y a des checkpoints, les forces de l'ordre arrivent, elles attaquent que des miliciens du fameux Dallah qui a lancé l'opération. Là, c'est un chiite qui est avec des alaouites, etc. Et ensuite, d'autres personnes qui, elles, n'ont pas l'uniforme de HTS ou d'ANS arrivent et ils font des massacres. On les laisse passer par les checkpoints, ils reviennent, les forces de l'ordre, soi-disant les forces de l'ordre officielles, les laissent passer, mais Jolani va dire, nous on a des vidéos, c'était pas des gens du HTS, c'était des groupuscules qui en fait sont tous des anciens de Idlib qui depuis les années 2018-2019 étaient à Idlib dans un incubateur, avec d'ailleurs les gens qui ont motivé les assassins de Samuel Paty et les gens qui ont motivé les assassinats de Charlie Hebdo. Donc ce sont des gens comme ça qu'on retrouve à la marge, et pour ne pas être tué par eux, moi je pense que c'est la tactique, c'est la taquilla aussi. Jolani fait croire que c'est pas lui. Il dit qu'il va même faire une commission d'enquête qui n'est pas du tout pluraliste et qui va aboutir à rien du tout. Tant qu'il n'y a pas d'observateurs internationaux, ce ne sera pas une commission équilibrée. Comme ça, il satisfait la communauté internationale en disant « c'est pas nous, c'était une provocation, il y a eu des dérapages, on va punir les coupables ». Et en même temps, en sous-main, il va pouvoir dire aux coupeurs de tête « voyez, on vous a laissé faire, mais officiellement, on n'a rien vu ». Je pense que c'est ça la vérité. Est-ce que face au HTS, compte tenu des récents événements, il est envisageable qu'une force politico-militaire d'opposition émerge avec, vous parlez des Druzes, vous parlez des Alaouites, des chrétiens, avec des minorités qui sont persécutées, qui ont été victimes de massacres. Est-ce que c'est envisageable ça à court terme ? C'est envisageable, mais ça me fait penser... J'avais rencontré le général Aoun quand j'étais tout jeune pour une enquête de Sciences Po. À peine Aoun avait quitté le Liban en 1990, il était réfugié à Marseille avant de venir vers Paris. Et il était tout fier d'avoir mis fin aux milices chrétiennes libanaises. Et moi, je lui avais dit, mais vous ne pensez pas que c'est dangereux ? Si les chrétiens du Liban n'ont plus une force militaire derrière eux, qu'est-ce qui va dissuader ceux qui, eux, ont encore une force milicienne de venir les molester dans leur quartier, violer leurs femmes, les attaquer ou tout simplement tuer des ministres ou des députés et rien. Et malheureusement, lui, il était tout fier de dire « non, l'armée va régler tout ça ». On a bien vu la suite, dans les années 2000, la politique du Hezbollah, c'était on tuait un député chrétien quand il dérangeait et on menaçait de mort un président. C'est un peu pareil ce qui se passe. Les Alaouites, on avait marre du régime de Bachar al-Assad, contrairement à une idée reçue. Et les Alaouites n'étaient pas tous bacharistes. Bachar lui-même a renié le alaouisme. Il faut savoir que le père de Bachar et Bachar al-Assad eux-mêmes, pour pouvoir être président, parce qu'il y a quand même un minimum de légitimité à avoir, on ne peut jamais avoir le pouvoir que par la force, ils avaient trouvé un décret avec le chef de la religion sunnite, le cheikh ou l'islam, le chef de l'islam syrien avait fait un décret comme quoi, premièrement, les Alaouites faisaient partie de l'islam et deuxièmement, ils avaient fait valider une pseudo-conversion.
purement taqiya, parce que la taqiya, ça vient du milieu chiite plus que des sunnites au départ. Hein. Dans le sunnisme, on parle plus de kitman, on parle plus de ruse de guerre, mais bon, c'est un terme qui est galvaudé. Et la taqiya, au départ, c'est la survie. On se fait passer pour un sunnite pour être épargné. Donc, Bachar al-Assad, qui a commencé bègue d'ailleurs dans sa vie, ne pouvait pas être un religieux et ne pouvait pas être élevé dans le halaouisme. Le halaouisme est une secte d'origine chiite, mais qui n'a plus rien à voir avec l'islam, qui n'a plus de mosquée, qui est très mixte, etc., qui a en commun avec les chiites duodécimains d'Iran, le 11e imam, successeur de Ali, donc Askari, et, alors que les Druzes, c'est plutôt le 5 ou le 7e. Mais comme les Druzes, c'est une secte ésotérique, ils croient en la réincarnation, ils mélangent le zoroastrisme, le christianisme et un islam ésotérique presque soufi et un peu chiite. Ils sont extrêmement laïques et, pour nos auditeurs qui aiment l'alcool, les alaouites considèrent que lorsqu'un alcool transparent, c'est une boutade, devient blanc, il est sacré. Donc on peut le boire. Moi, je connais des alaouites qui sont presque du matin au soir un peu éméchés. Donc vous imaginez comment ça s'est perçu en islam. En plus, il y a une certaine liberté des mœurs et l'alcool est sacré. En plus, ils croient en la Trinité. Le alaouite met une Trinité partout. Il y a des trinités cosmologiques et des trinités... toute la vie est faite d'un rapport à trois. Donc c'est pour un musulman sunnite traditionnel, c'est l'horreur absolue. Et donc ces alaouites sont persécutés de manière absolument structurelle. Et sachant cela, quand on sait que le retour de la charia, qui est progressif, qui est déjà en cours progressivement en Syrie, va forcément ramener l'époque où les alaouites étaient pris en esclavage, ou tués, ou rackettés, ou foncièrement persécutés, parce que je le répète pour nos éditeurs, un chrétien peut bénéficier du statut de halal zimma, c'est-à-dire qu'on appelle communément zimmi, la zimmitude, parce qu'il est juif ou chrétien, sont abrahamiques, même généalogie. Par contre, mais à condition que le chrétien renonce à la Trinité, attention. Hein. Ceux qui disent dans une sorte de fraternité abrahamique, l'islam tolère le chrétien. Attendez, il tolère le chrétien lorsque celui-ci renie la divinité du Christ, Dieu n'a jamais engendré, et renie la Trinité. À ce titre, et le Coran est très clair là-dessus, ceux qui disent trois, tuez-les, ceux qui sont chrétiens mais qui profètent le Dieu unique, épargnez-les. Mais imaginez pour les alaouites qui sont trithéistes, qui sont polythéistes, qui sont adorateurs de la lumière, proches des zoroastriens, ils ont toutes les fêtes chrétiennes et juives, ils adorent l'alcool, ils ont été fous d'abandonner leur milice, mais ils étaient dans une spirale, un peu comme les chrétiens du Liban dans les années 90, lorsqu'ils ont tous voté pour Général Aoun contre les... Ils en avaient marre des milices chrétiennes, parce que les milices les milices chrétiennes du Liban faisaient forcément un peu d'extorsion, ils prenaient un impôt, ils se finançaient, ils avaient une sorte de milice qui parfois faisait des abus comme tout le monde, ils géraient des casinos, et donc il y avait un ras-le-bol. Eh bien c'est un peu pareil, les alaouites en ont eu marre de la corruption du régime, qui n'était pas qu'un régime alaouite, beaucoup de cadres étaient des sunnites du parti basse. C'est une folie ou une erreur d'analyse de croire que tous les gens du Bas étaient des chrétiens ou des alaouites ou des chiites. En fait, c'est beaucoup plus mélangé que ça. Bref, en abandonnant leur peuple, les cadres alaouites qui sont partis vers l'Irak, et c'était les plus nombreux, ceux qui avaient vraiment le plus nombre d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes, ben, ils ont laissé leur communauté avec un destin d'égorgement assuré. C'est ça le drame de la communauté alaouite, c'est que contrairement à ce qu'elle croit, à ce que l'on croit, elle n'en pouvait plus de ce régime à cause de la corruption. Il faut savoir qu'il y avait toute une partie de la famille des beaux-frères et de l'entourage de Bachar al-Assad, un peu comme en Tunisie avant le printemps arabe, qui gérait tout le fric, qui gérait tous les trafics, et aussi le captagon, cette drogue qui est commune aux djihadistes et au régime syrien et qui était très consommée dans les pays du Golfe. Donc les alaouites ont laissé tomber le régime et le régime les a laissés tomber. Ils sont orphelins d'une milice. Alors que les Druzes, non seulement ont la protection israélienne, mais ils n'ont pas déposé les armes. Et ils ont réussi à ne pas déposer les armes parce que justement, ils ont un fief peut-être plus concentré, mais surtout, il y avait la menace israélienne derrière, qui fait que le HTS et l'ANS se sont dit on ne va pas trop aller chatouiller les alaouites, les Druzes, parce que si on désarme les Druzes par force, ils ne veulent pas laisser leurs armes, Israël a déjà dit qu'il attaquerait. Et ça va donner un prétexte à Israël pour annexer tout le Golan. Donc dans une logique de rapport de force, on a épargné les Druzes. Le régime syrien, le pseudo-régime syrien autoproclamé actuel, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il s'est autoproclamé président et il est un des groupes les moins dotés. Les Kurdes et l'ANS pro-turc ont plus d'hommes
que Joulani avec son HTS. Mais c'est l'homme qui a la faveur à la fois des services secrets britanniques, américains, qui a eu une faveur indirecte, objective d'Israël, et il a les faveurs, bien sûr, aussi de la France, de l'Union européenne et presque bientôt de l'ONU. Si vous voulez, c'est l'homme qu'on a trouvé bankable, parce qu'il a un bon physique, il vient d'une bonne famille, il pose bien, c'est vrai qu'il a un physique. Et c'est l'homme média qu'on a mis en avant, et il est entouré d'agents turcs et aussi d'agents américains. Moi, j'ai fait l'organigramme des gens qu'il a nommés dans les postes, 100% d'ailleurs HTS, il n'y a aucun pluralisme. Ce sont des gens qui ont tous une spécificité, des anciens djihadistes patentés, mais qui à un moment ont été des agents de liaison du MIT turc et de la CIA, dans le cadre d'opérations multiples tout à fait compréhensibles. Donc voilà, le problème, c'est que les Alaouites, aujourd'hui, ont comme destin de fuir au Liban, en Jordanie, en Occident, partout où ils pourront. Je pense que c'est que le début d'une persécution, parce qu'ils n'ont personne derrière. Les Kurdes ont signé parce qu'ils ont 100 000 hommes derrière eux. Peut-être les Russes, non? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'Alaouites qui sont réfugiés les seuls, oui, les seuls. Dans des bases russes qui ont maintenu leur base à Tartous. Les Russes, qui ne sont pas très nombreux, ont été très nobles. Parce qu'ils ont vraiment accueilli tout ce qu'ils ont pu, beaucoup de tentes dans les bases russes et autour de Tartous. Et là, on n'a pas trop osé aller les tuer à la barbe des Russes, parce que tout de même, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de gens qui se réjouissaient, les Russes sont virés de Syrie, il y a encore une présence russe en Syrie, ce n'est pas tout à fait fini. Le régime russe, d'ailleurs, le Kremlin essaie d'avoir des bons rapports, pas trop mauvais, avec Joulani pour essayer peut-être de faire maintenir une présence russe qui ne serait pas bête de la part de Joulani, parce que ça permettrait d'avoir un équilibre, de ne pas être que le pouvoir résultant d'un accord de la CIA et des services turcs. Donc, dans une logique de diversification pour être indépendant, Joulani n'a pas encore dit tout à fait non à un avenir russe dans l'ouest de la Syrie. Et dans ces bases, parce que justement, il y a des rapports qui sont de moins en moins mauvais entre les Russes et le régime syrien, on n'est pas allé jusqu'à les tuer sur la base de Tartous. Et le seul endroit où ils peuvent se réfugier aujourd'hui, les Alaouites, c'est soit s'ils vont à l'est, mais c'est très loin, chez les Kurdes, qui ont justement comme soft power de dire qu'ils sont les défenseurs de tout ce qui est pluraliste, et se réfugier dans les bases russes. Et là, il y a une aide très, très, très forte. Vous parliez tout à l'heure des forces alaouites qui sont parties vers l'Irak. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être par solidarité clanique, qu'il y ait, l'apparition d'une force d'opposition politico-militaire? Est-ce qu'on peut imaginer que les forces qui sont parties reviennent faire la guerre au HTS? Le problème, c'est la jonction. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Ils ont les moyens. Apparemment, les brigades de l'ancien régime alaouite, mais pas que, qui sont partis et qui étaient beaucoup autour du trafic de Captagon. C'est une armée de mercenaires, mais aussi de trafiquants. Le problème, c'est que leur logique, pour l'instant, c'est de continuer leur business. Est-ce qu'ils vont revenir se battre dans une situation complexe où personne ne veut vraiment d'eux? Ça va être très compliqué. Moi, je voyais plutôt l'Iran revenir par le Kurdistan. Le Rojava kurde, qui vient de signer un accord, à mon avis, qui ne va pas tenir très longtemps, avec le régime, il a une jonction facile, puisque le Kurdistan, pour nos auditeurs, il est à l'est, et là, on est à la frontière de l'Irak. Et l'Irak, c'est très facile pour les Iraniens de faire passer des gens par l'Irak, puisque l'Irak est à moitié contrôlé par des pro-iraniens, la partie chiite. Donc là, je voyais plutôt par là, assez vite, revenir des Iraniens qui auraient proposé aux Kurdes une assurance vie que ne peuvent pas proposer Trump, parce que Trump a déjà lâché les Kurdes en 2018, quand il a laissé faire Erdogan pour les attaquer, en 2019 aussi, enfin 2018-2019. Et donc là, mais effectivement, vous avez raison, apparemment, l'opération qui a eu lieu récemment, ce serait avec des moyens, je ne sais pas comment ils peuvent acheminer, mais apparemment, il y aurait une aide iranienne pour essayer de revenir par les Alaouites. Peut-être qu'ils vont refaire d'autres opérations qui vont nous surprendre. Ça me paraît difficile quand même. Est-ce que ce n'est pas non plus l'intérêt du gouvernement irakien de pousser... Est-ce qu'il n'y a pas une logique entre l'Iran et l'Irak, justement, puisque les données fondamentales du problème sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des groupes djihadistes qui sont sur la frontière syrienne, qui sont sur la frontière irakienne, qui débordent, qui passent de l'un à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt commun de l'Iran, de l'Irak, des Kurdes et des Alaouites
de pousser et de mener une guerre au HTS. Je pense qu'il y a un intérêt avec des commun. moyens considérables, parce que l'Iran et l'Irak, c'est quand même c'est des moyens militaires, des moyens financiers qui sont considérables. Oui, c'est ce qu'on croyait, et j'ai eu quelqu'un qui est très déçu, parce qu'il y avait des contacts énormes entre ce qui reste de petites milices alaouites qui ont déclenché les hostilités, qui ont suscité les représailles puis les massacres. Ils étaient liés au FDS, donc les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait, c'est les YPG, c'est les milices kurdes élargies à des Arabes pro-kurdes, qui ont pris un tiers de la Syrie. Apparemment, il y a des contacts, il y a même eu des mariages, beaucoup de mariages entre Alaouites et Kurdes. Il y a eu des liens entre les Kurdes et les Alaouites, mais apparemment, je reste avec des bémols, deux sources, je ne peux pas dire lesquelles, parce que c'est quelque chose qui est pour l'instant assez scandaleux. Les Kurdes auraient lâché au dernier moment cette opération et auraient lâché ce qui reste de combattants alaouites. Et c'est pour ça, moi je ne crois pas au hasard, au même moment où vous avez des massacres qui risquent de nuire à la réputation du gouvernement, du pseudo-gouvernement autoproclamé takfiriste qui est au pouvoir à Damas, au même moment, une belle poignée de main entre le chef des FDS, donc des Kurdes de l'Est, et Joulani, avec un accord pour Ittihad. Donc, vous savez que le mot fédéral est très mal vu en Syrie, et dans le monde arabe, fédéral, ça sonne sécession, mais c'est ce que veulent les Kurdes. Les Kurdes veulent un fédéralisme, mais qui ne s'appellera pas fédéralisme, qui s'appellera unité dans la diversité, avec les droits culturels préservés. Ça me paraît bizarre qu'au même moment où on massacre les Alaouites, on voit ce magnifique accord qui légitime le pouvoir de Damas. Comment vous l'interprétez ? Apparemment, selon certaines sources, il y aurait une trahison kurde au dernier moment, mais les Kurdes, je veux pas les accabler, moi je les ai beaucoup soutenus, mais apparemment les Kurdes avaient deux choix, soit une logique de guerre, mais ils ont fait le calcul, ils sont quand même beaucoup battus ces 10 dernières années, ils ont 100 000 combattants qu'ils appellent des militants, se mettre dans les bras des Iraniens était compliqué pour eux, avoir les Turcs définitivement contre eux était compliqué, et surtout, ils sont très disciplinés, c'est une organisation marxiste un peu sectaire, c'est presque les moudjahidines du peuple au niveau hiérarchie, mais moi je les respecte, je ne les compare pas aux moudjahidines du peuple, mais il y a ce même côté encarté, extrêmement discipliné, je dirais pas stalinien, mais bon, c'est communiste, très, très idéaliste, un idéalisme communiste, et quand M. Öcalan, le chef des Kurdes de Turquie, a appelé, je ne crois pas au hasard, il y a à peine quelques jours, à déposer les armes de tout le mouvement kurde qui lui obéit. Or, les Kurdes de Syrie, qui ont proclamé le Rojava depuis la guerre civile syrienne, c'est peut-être pas le PKK, mais ils vénèrent aussi le chef Öcalan. Ils ont le même dialecte et la même mouvance politique, et ils adhèrent au même leader, même s'ils ont des chefs propres, ils adhèrent au même leader global. Et donc l'appel au dépôt des armes d'Öcalan aurait probablement motivé, dans une logique de hiérarchie et d'obéissance, une volonté d'aller vers une solution inclusive. Mais ce n'est que du tâtonnement. C'est comme quand Trump lance une stratégie. Justement. Les rois de la stratégie ne font pas de stratégie. C'est comme les Chinois. Ils saisissent le moment opportun et ils tâtonnent. Justement, là, Joulani est arrivé sous l'administration Biden. Oui. Quelle peut être l'analyse et Est-ce qu'il peut y avoir un changement de politique de Trump et de son administration par rapport au HTS? Alors c'est possible. Dans quel sens? Par rapport au HTS, c'est possible. Il est vrai que les gens qui ont beaucoup aidé l'ANS, beaucoup de groupes de l'ANS et les mercenaires turcs du mouvement Sadat et l'ancienne ASL, tous ces groupuscules qui sont en grosso modo encadrés par le MIT et les services de sécurité turcs et le groupe de mercenaires turcs Sadat, vous savez, du général Tanriverdi, tout ça, ça a été en quasi parfaite accointance avec l'administration Biden, qui a eu de très 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 bonnes relations, et ça remonte déjà à la guerre civile syrienne, avant que Trump arrive au pouvoir. Déjà, sous Obama, il y avait eu la fameuse opération dont vous avez sûrement parlé à Omerta, la Covert Action de la CIA, Timber Saltimore, où 1,5 milliard a été dépensé ce qui est pas mal en Syrie quand on voit le niveau de vie, dépensé pour aider des groupes islamistes de la mouvance ANS. Et donc, on sait aussi que du côté de FDS, à Idlib, il y avait déjà autour de Joulani des gens qui étaient des interlocuteurs des services anglais,
des services américains et des services turcs. Ce qui est logique d'ailleurs, il n'y a rien de mal à tout ça, parce qu'on voulait préparer l'après-Bachar et le but de l'Occident, ce qui est tout à fait, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de même qu'on a voulu que l'Ukraine devienne occidentale pour faire perdre aux Russes la base en Crimée, qui aurait disparu si l'Ukraine était rentrée dans l'OTAN très rapidement avec la Crimée en son sein. À un moment, une Ukraine pro-OTAN aurait dit aux Russes « on ne renouvelle pas votre base ». Dans la même logique, depuis cette opération Timber-Saltimore, les services secrets occidentaux ont voulu faire de la Syrie une expérience, un laboratoire d'une révolution sunnite islamiste, parce que c'était les plus capables de renverser les Russes et le pouvoir pro-russe, et donc, à terme, affaiblir la Russie et les bases russes, parce qu'en fait, on est dans la grande politique. Les Américains, dans cette histoire, ce qu'ils voulaient, c'était faire affaiblir les amis de la Russie et faire perdre à la Russie son accès aux mers chaudes. Or, les mers chaudes les plus proches de nous, je ne parle pas de l'océan Indien, c'est quoi? La mer Noire, qui conduit à la Méditerranée par les détroits, et la Méditerranée elle-même. Et donc, il y a une très, très grande logique à tout ça. Mais par contre, ce qui est la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que comme Trump n'est pas un atlantiste et il n'est pas un globaliste, et lui, Make America Great Again, pour lui, c'est pas emmerder les Russes à 10 000 ou 20 000 kilomètres, etc. Pour lui, America Great Again, c'est les terres rares et les puces de faible résolution, les rapatrier pour ne pas dépendre de Taïwan qui pourrait un jour être pris par la Chine, et maîtriser les terres rares, puisque sans les terres rares, c'est quand même très difficile. On peut maintenant faire des batteries sans terres rares. J'ai vu une exposition de Renault là-dessus. Mais les terres rares sont quand même extrêmement nécessaires, et tous les métaux précieux. Donc lui, son but, c'est que l'Amérique puisse continuer à être en avance technologiquement, car ce qui fait la différence en puissance aujourd'hui, c'est l'armée. Bien sûr, la monnaie, le dollar, c'est une puissance, l'économie, le territoire, la population, mais surtout, la variable, c'est le facteur investissement. Or, dans la R&D, or les Américains viennent d'investir 400 milliards dans les nouvelles technologies et l'IA. Pour comparer, les Chinois qui d'habitude mettent le plus, les Chinois sont à 100. Donc là, on a une Amérique que l'on croit être débile, avec un débile mental, joueur de golf à la tête du pays. Il fait de la haute stratégie. Il concentre les efforts sur ce qui va permettre à l'Amérique, non pas de dépenser ses énergies dans le gendarme du monde, ce qui est la doctrine contraire à Trump, mais se concentrer sur le plus important, son précaré, sa sphère d'influence jusqu'au Groenland. Oui, là c'est cynique, hein, mais c'est comme ça. Le Groenland, c'est 60 000 personnes autochtones à acheter. Ça ne va pas être très difficile, pas besoin de guerre. Le Canada, on va le faire plier, on va le mettre au pas. Doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, toute la sphère nord de l'Amérique aux Américains, et savoir-faire technologique et IA, et approvisionnement sécurisé de terres rares, et savoir-faire retrouvé des puces qui au début étaient faites par les Américains. Mais les Américains ont fait l'erreur sous les démocrates globalistes. Hein, c'était la grande idée des néocons et des globalistes démocrates. En gros, tous ceux qui sont interventionnistes et mondialistes, ils pensaient que les autres, c'est des ploucs. Les Chinois, les Indiens, c'est des ploucs. On pourra toujours délocaliser chez les ploucs. Ça ne coûte rien. Le plouc restera un plouc. Et nous, on va quand même tout contrôler avec une société de services. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le plouc, il peut vous couper les vivres, les masques, les médicaments et les puces. Donc, en fait, c'est une très haute stratégie, ce que fait Trump. On est très loin du suicide de l'Amérique qui va se suicider. Non, c'est une Amérique qui va pratiquer, pour nos auditeurs, ils peuvent vérifier, c'est une notion très intéressante en relations internationales. Trump n'est pas un isolationniste, il est adepte du offshore balancing. Plutôt que d'intervenir directement, faire une guerre à Taïwan, une guerre en Ukraine, etc., et se griller partout avec la promotion des valeurs démocratiques, les ingérences, les révolutions de velours qui nous ont mis la Chine dans les bras, enfin la Russie dans les bras de la Chine. La doctrine du offshore balancing, c'est déléguer au maximum la conflictualité à des acteurs tiers et ne pas intervenir directement. On est très très loin d'une stratégie débile. Mais bon, c'est à la mode de dire que Trump est un débile parce qu'il est vulgaire, il est cash. Il faut rappeler aussi que contrairement à l'administration démocrate, Trump il peut y avoir aussi une vision commune des Russes et des Américains sur la Syrie, et que on peut imaginer que si ça va trop loin dans les massacres et si ça tourne en guerre civile, comme ça a été le cas pendant plus de 10 ans, les Russes puissent réintervenir avec le soutien des Américains. C'est tout à fait envisageable. Ça peut être, j'y ai pas pensé, mais c'est tout à fait possible, parce que ce qui est nouveau,
Et c'est là qu'on voit le paradoxe dans la géopolitique. On a un type, Trump, qui est un vrai pragmatique, business d'abord, America Great Again, terre rare, t'as pas assez de cartes en main, c'est le joueur de casino, c'est psychologie presque mafieuse, ou plutôt requin de l'immobilier. Mais en même temps, parce que c'est possible, ultra pragmatique, mais en même temps, c'est ce que j'appelle aussi, il est adepte d'une vision géopolitique civilisationniste. C'est-à-dire, en même temps, il y a un extrême pragmatique pour les intérêts directs, mais il y a quand même une dimension un peu civilisationnelle. On défend les valeurs chrétiennes, on défend... c'est le discours de Vance à l'Europe. Vous êtes en train de devenir... et il n'a rien contre le monde musulman. Les relations sont parfaites avec l'Arabie Saoudite. Mais vous ne défendez pas... C'est même pas la faute des musulmans. C'est vous, les chrétiens, qui ne défendez pas vos valeurs. Et donc, à ce titre, un peu comme Fillon en France, qui met souvent en avant, alors que c'est un pragmatique et un réaliste aussi, il met souvent en avant la défense de la chrétienté, les chrétiens d'Orient, etc. Son interview dans Valeurs, d'ailleurs, est remarquable. Une très, très longue interview que j'ai lue avec attention. C'est un beau retour de Fillon, là, haut en couleur géopolitiquement. Et je pense que Trump, à cause de son électorat évangélique qui est très civilisationnaliste, mais aussi des gens comme Marco Rubio, qui est très chrétien, latino-chrétien, mais aussi les autres. Maintenant, il prie au début, à part Musk et Kennedy, ils sont tous très chrétiens, que ça soit sincère ou pas. Mais c'est comme Poutine. Hein. Poutine a commencé athée. On n'en sait rien s'il est vraiment croyant. Mais ce qui compte en géopolitique, c'est pas la sincérité des cœurs. Seul Dieu juge. D'ailleurs, l'islam a un très beau hadith là-dessus. On ne sonde pas les cœurs. C'est Dieu qui saura si tu es sincère ou pas. Mais ce qui compte en géopolitique, c'est ce qu'on affiche. Poutine comme Trump sont peut-être, on dit souvent, c'est des voyous, des psychologies de durs voyous sans foi ni loi. N'empêche que les deux affichent une dimension chrétienne, civilisationnaliste, traditionnelle, que certains qualifient de réactionnaire. Et là, effectivement, je pense que même si c'est des représentations, en géopolitique, souvent, le côté affichage religieux, c'est souvent des représentations, mais parfois on est prisonnier de ces représentations, et ne serait-ce que parce qu'il y a un électorat qui, lui, y croit, jusqu'à la mort, qui y croit dur comme fer, on est obligé d'en tenir compte. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec votre hypothèse, même j'y ai pas pensé. Alexandre Delval, merci. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne YouTube d'Alexandre Delval, parce que tu as maintenant une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver régulièrement tes analyses et ton expertise sur le Proche-Orient, mais pas que. Procurez-vous le livre d'Alexandre Delval, Vers un choc global aux éditions de l'Artilleur.